donc la séquence médiatique des 5-6 derniers jours, c'est le vaccin. Mais avec un prisme de proposition particulier, c'est la seule question, c'est pas est-ce que le vaccin est légitime, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas dangereux, est-ce qu'il est efficace, c'est est-ce qu'il doit être obligatoire. Donc déjà, il y a un biais dans la question, et c'est un biais, on a vu que c'était très circulaire, tac, 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 tac. C'était uniquement ce biais-là. Alors, Alors, ils ont des agences de com en permanence pour expliquer tout ça et mettre en place le projet. Mais eux, oui, puis ça on a vu. part. Vas-y, tu veux me dire, si tu veux poser la question de manière plus précise, mais je peux déjà dire quelque chose, c'est que depuis le départ, on vous dit, on fait ce qu'on appelle un yes set, une séquence d'acquiescement en hypnose. La séquence d'acquiescement, c'est quoi? C'est poser des truismes, des évidences, ou des choses de toute manière où votre cerveau il dit déjà oui. C'est très grave. On va tous mourir. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. La science, en plus, est corrompue et ne sait plus vous donner de réponse. La seule solution, c'est le vaccin. En fait, les 4 premiers, vous étiez d'accord. Puis le 5e, bah, vous ne savez rien. Mais par effet d'entraînement, votre cerveau il dit ouais, bah ouais, ouais. Et donc là, vous discutez avec les gens dans la rue. Ils disent ah, comment on va s'en sortir? Il n'y a que le vaccin. Hein. Et ça fait mal au cœur parce qu'on se dit waouh, il y a une puissance d'impact de cette narration qui est proprement époustouflante en fait. Hein. C'est une vraie déflagration dans le cerveau des gens. Et c'est dur de sortir d'une hypnose en fait. Donc, une fois que vous avez dit ça, le vaccin est la seule solution. Ensuite, vous rajoutez une punchline médiatique diffusée partout. Le vaccin est efficace à 90%. Oh, même pas 90, 92, 95, puis 93. demain 110% normalement. Ouais, ouais. Alors, vous savez même pas ce que ça veut dire être efficace. Hein. On vous explique pas. C'est le vaccin est efficace de Pfizer est efficace à 90%. C'est vraiment tellement gros quoi. C'est vraiment une punchline médiatique quoi et marketing. Ça veut rien dire en fait. Et juste après, on vous dit ah, est-ce qu'on doit le rendre obligatoire? Mais comme c'est dégueulasse de faire ça, c'est ce qu'on appelle le choix illusoire. Si je vous dis, par exemple, vous arrivez au bloc opératoire, je dis, vous préférez être perfusé sur la main gauche ou la main droite? Est-ce que la perfusion est obligatoire, monsieur le Voilà, médecin? exactement. Là, je viens de ratifier le fait que, enfin, de vous faire ratifier le fait que vous alliez vous faire perfuser. Et, alors que la personne normale, elle devrait dire, c'est sûr qu'il faut me perfuser, en fait. Elle va dire, bon, bah, plutôt à droite, alors je suis gaucher. Ben moi, je vous fais confiance parce que vous êtes médecin, donc vous avez 12 années de formation en tant que médecin réanimateur. Moi, je vous fais confiance. Donc, si vous pensez qu'il faut que je sois perfusé, perfusez-moi. Dans les deux bras même, si vous pensez que c'est le plus adapté. Ouais, ouais, mais il y a ça aussi hein, dans la narration, c'est-à-dire que on, on utilise de la confiance, c'est-à-dire des choses où vous avez déjà posé en fait un niveau relationnel, vous acceptez une espèce d'asymétrie relationnelle. C'est le cas pour le gouvernement, et particulièrement en France. Et c'est intéressant de voir que moi, j'ai beaucoup de critiques à faire sur le monde anglo-saxon, mais le monde anglo-saxon, il est dans un rapport beaucoup plus dans une négociation avec le pouvoir. Il sait très bien que le pouvoir cherche à le bouffer. En France, on est dans un pouvoir tutélaire depuis la royauté, si vous voulez, ça n'a pas changé. Hein. C'est-à-dire une anthropologie plutôt égalitaire avec derrière, de manière pyramidale, un papa tutélaire qui va décider pour vous et vous en êtes remis à lui, avec le principe de la démocratie représentative. Ah, quand même, c'est un député. Ah, quand même, c'est le maire. Quand même, alors que vous devriez être extrêmement prudent. Au contraire, des gens à qui vous avez confié les clés du pouvoir, vous devriez dire, toi, mon coco, tu vas être sous contrôle. Ça, c'est plutôt l'idée du monde anglo-saxon. Et, Exactement. alors que nous, on n'a pas cette idée-là. Et c'est une erreur parce que ces gens-là ont abusé de votre confiance. Et aujourd'hui, vous demandez aux gens, moi je demande dans la rue hein, souvent, mais vous croyez les médias? Vous pensez qu'ils sont là pour vous dire la vérité? Quand vous posez la question comme ça, les gens ils disent bah non, bien sûr. Enfin, 100% des gens vous disent non, non, ils disent pas la réalité, ils disent un petit morceau de la réalité qui les arrange quoi. C'est sûrement pas la vérité. Et après, vous posez une deuxième question qui est mais alors pourquoi vous me redites ce qu'ils viennent de dire hier? Pourquoi vous me dites que le vaccin est efficace à 90%? Info que vous n'avez pas ni vérifié, ni vous savez pas ce qu'elle veut dire. Ah ouais? Bah, en fait, c'est pas rationnel, quoi. C'est l'utilisation de la grammaire hypnotique du cerveau. C'est très, très intéressant ce que tu déroules. Et puis, il y a une acceptation d'une forme de linéarité. Moi, je me souviens, j'ai vécu au Québec il y a 17 ans. Et au moment où j'y étais, il y a le numéro 2 d'un ministère qui s'est fait virer parce qu'il avait acheté, tu sais, une lampe de bureau sans faire de devis et de propositions sur le budget. Et moi, ma réaction primaire de français culturellement français, c'est de dire bah, vous abusez, c'est pas grand-chose. Et moi, les gens étaient outrés. Ils me disent mais ça, c'est bien français, ça. Je dis comment ça, c'est bien français? Mais il me dit mais il a joué avec l'argent public.
c'est pas correct. Je dis, oui, mais c'est 500 $. Puis il me regardait, mais il me dit, mais tu te rends pas compte que c'est pour ça qu'il y a plein de corruption, puis que les gens peuvent être corrompus, ça fait la une des médias chez vous et qu'il n'y a pas de suivi. En gros, c'était de me dire, c'est aussi ta responsabilité, mais c'est parce que c'est tellement présent dans mon paysage à moi depuis tout petit, bah oui, c'est comme ça. Et de la même façon que j'avais été très surpris, c'était cette même période-là en 2005, non, il y a 15 ans, un ministre avait fait une blague. On aurait dit grivoise chez nous, eux, ils ont dit homophobe. Le mec a été démissionné le lendemain. Et à la même période, je me souviens qu'en France, il y avait un ministre, Hortefeux, qui disait, les Arabes, le problème, c'est pas quand il y en a un, c'est quand il y en a plusieurs. C'était passé comme ça. Et je pense qu'il y a une espèce d'acceptation, un formalisme à ce qui n'est pas acceptable a priori, qui fait qu'aujourd'hui, on a de la difficulté eh bien, à réoccuper un espace. Et que là, toute la sémantique autour de l'imposition de quelque chose qui relève plus du politique que du sanitaire repose aussi sur cet aspect culturel-là, dans lequel on est englué. Et là, on est en train de se dire, mince, on est un peu pris de partout. Et il faut vite qu'on défasse la pelote de laine. Par contre, on a fait des sacrés nœuds dedans. Et donc, je trouve que le vaccin, sans parler pour ou contre vaccin, c'est pas ça l'idée. Là, c'est le fait qu'on veuille vraiment vendre l'unique idée du vaccin. D'ailleurs, c'était il n'y aura pas de sortie de crise sans vaccin. C'était les mots du chef de l'État. Donc, il n'y a pas d'autres traitements qui pourraient marcher ou d'autres approches. De la même façon qu'il n'y a que le confinement qui marchera. Et là, moi, ce que je voudrais revenir avec toi, c'est qu'il y a quand même deux choses, moi, en tout cas, qui m'interpellent en tant que grand public, en tant que citoyen. C'est que ce nouveau vaccin, on dit nouveau parce qu'il agirait sur l'ARN. Or, il y a deux choses, moi, qui me surprennent, c'est qu'il y a jamais eu de vaccin sur ARN, donc on ne sait pas ce que ça produit à long terme. Donc, il y a un peu une notion de cobaye. Et dans cette notion de cobaye, il y a quelque chose qui me gêne doublement, c'est qu'il y a, avant même que les vaccins soient officiellement lancés en production, le chef de l'État a déjà signé, euh, on va dire, une clause qui interdit de porter plainte contre d'éventuels effets secondaires des vaccins pour les fabricants. Donc je me dis, il y a quelque chose quand même qui est un peu étrange là-dessus. Est-ce que tu pourrais revenir sur un point de vue peut-être, on va dire, légal, et puis sur le fait de qu'est-ce que c'est qu'un vaccin qui agit sur l'ARN, parce que c'est la question de beaucoup de personnes, et moi, Ouais, je ça peux m'interpelle revenir assez. sur 4 points. En fait, c'est comment on raconte l'histoire des vaccins. Effectivement, le virus lui-même, et est-ce que c'est un virus qui est susceptible d'être sensible à un vaccin, en tout cas. Sur la mutation, Et puis parce que donc ensuite, là, on a la quatrième mutation, si je ne dis pas de bêtises. comment? On est sur sur Ouais, même cinquième, en fait, maintenant, il y a un variant 5 en 6 mois, donc, enfin en 7 mois. Donc, bon. Donc effectivement, il y a déjà le problème du dogme. Ça fait un rebond sur ce qu'on disait sur le pouvoir et sur le côté papa tutélaire où je contrôle au contraire les institutions. C'est qu'on est dans un pays de dogme, comme tous les pays latins. C'est-à-dire qu'on a envie de croire à une histoire, on a envie de croire que la Vierge Marie est vierge, enfin, voilà, des choses où c'est discutable. Et que c'est pas grave, en fait, on n'admettra pas que quelqu'un critique ça. Et on préfère soigner le dogme que de regarder le réel. Et donc, par exemple, sur l'Union européenne, on est dans un dogme qui est, bah voilà, c'est la liberté, c'est l'union des peuples, c'est la coopération, etc. La réalité, c'est que voilà, vous voulez pas de Roundup, vous en avez quand même, vous voulez pas d'OGM, vous en avez quand même. Donc, en fait, mais par contre, on va continuer le dogme. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité, l'Europe, c'est la coopération des peuples. En fait, même si c'est pas vrai. C'est-à-dire, on préfère l'image d'Épinal, le truc symbolique et grandiose, que de regarder en face la réalité et de faire ce qu'il faut. Donc, ça va être vrai aussi au niveau de la vaccination, c'est que la vaccination est progressivement, dans les études médicales et pour le grand public, a été racontée comme un dogme, comme quelque chose de magique, comme quelque chose qui était sacré et qu'on ne pouvait pas remettre en cause. La preuve en est, c'est on t'a dit la sortie de crise, c'est le vaccin, et tous ceux qui parleraient dans les médias pour discuter, de toute manière, ça commence par les anti-vax discutent l'efficacité ou discutent. Alors, et donc, tu mets un mot étiquette anti-vax, alors que peut-être là-dedans, bah non, c'est pas des anti-vax, c'est des gens juste qui se posent la question quoi, sur le vaccin, pour paralyser la pensée, écraser la pensée. On reviendra sur les mots étiquettes, mais le fait de mettre un mot étiquette, c'est très très pratique pour écraser toute nuance en fait. On n'est plus capable de penser le truc. Donc il y a un dogme autour de la vaccination et chez les médecins, il est très présent, et notamment chez les pédiatres, où on les a convaincus que la vaccination en général, c'était génial.
Bah, en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend. Il y a des vaccins qui sont géniaux, puis il y en a d'autres qui sont moins bien, puis il y en a d'autres qui sont vraiment toxiques et qu'il ne faut pas faire. Finalement, c'est une arme thérapeutique parmi d'autres. C'est comme si je te disais, est-ce que tu es pour ou anti-caleçon, quoi. Bah non, ça dépend. Ça dépend si le tissu est bien, ça dépend le motif, ça dépend s'il est à ma taille. Voilà, tu me donnes un caleçon Panthère en taille S, non, je suis contre, quoi. Mais un autre, non. Donc là, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est une dialectique qui est stérile. Il s'agit de regarder précisément ce vaccin-là, dans telle indication, sur tel Oui, virus, parce que c'est développé par comme exemple ça. ce que faisait Didier Raoult en disant, lui, il est pro-vaccin dans certains cas, puis il disait par exemple le vaccin pour la poliomyélite, vu qu'il n'y a pas de cas en Europe depuis 40 ans, peut-être qu'on peut l'enlever. Bah, bien sûr, il a raison. En fait, il est subtil et nuancé. Sauf que, en général, on te laisse parler dans les médias pendant 3 minutes sur un sujet. Et donc, tu peux pas être subtil ou nuancé. Soit tu es pour, soit tu es contre. Donc, et puis, même quoi que tu dises, si tu développes ton raisonnement pendant 5 ou 6 minutes comme moi, où on va te dire, bon, bah, vous êtes contre les vaccins. Non, vous n'avez rien compris. Je suis ni pour ni contre, en fait. Donc là, le vaccin, enfin, on part du virus. C'est un virus à ARN. Les virus ARN, ils mutent. Et effectivement, les coronaviridés, ils mutent un peu moins que la grippe normalement. Ils sont plus stables. Sauf que là, non. Là, ils mutent beaucoup. Et en fait, on a des variants très différents qui arrivent les uns derrière les autres, à tel point qu'on arrive à avoir 2 épidémies et même 3 épidémies en l'espace de 7 mois. C'est normalement est pas normal, quoi. Vous ne devez pas avoir 3 épidémies en 7 mois. Donc, ça veut dire que le virus, normalement, c'est une information qui vous traverse et qui va être transformée par vous et ressortir différente et être transmise à d'autres. Un peu comme si vous faisiez le téléphone arabe. Vous savez, ce jeu où on va dire une phrase et puis elle va passer de personne en personne, puis à la fin, elle va être vachement différente de la première. Et puis elle va se transformer progressivement. Mais c'est pareil, le virus, au fur et à mesure qu'il passe à travers vous, c'est un téléphone arabe, il se modifie, c'est vous qui le modifiez en fait. Vous avez une interaction avec lui, avec ce morceau d'information. Et lui vous modifie aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait votre thermostat immunitaire de relation au monde. Il vous aide à être dans le bon thermostat immunitaire. Il fait ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire, l'information, elle vous traverse justement pour que vous soyez un peu malade, mais pas trop. Et que quand il y en a d'autres qui vont revenir, vous soyez pas malade ou presque pas. Et c'est d'ailleurs l'infinie majorité des tests positifs à SARS-CoV-2. Hein. C'est des gens qui ne sont pas malades. Ils vont bien, c'est bénin ou asymptomatique. Donc, je vous ai dit, c'est un virus qui mute beaucoup. Et donc, ça veut dire que c'est un peu illusoire parce que quand on fait un vaccin sur un virus ARN, on prend la souche d'avant pour essayer que vous soyez résistant ou la souche de l'autre bout du monde. Mais s'il change tout le temps de tête, on risque de vous vacciner contre un truc qui ne sera pas efficace. Donc là, il y a un vrai risque que ça déjoue l'immunité et que ça aille trop vite. C'est pour ça que, par exemple, sur le VIH, on n'a jamais trouvé de vaccin et le vaccin, il passe son temps à déjouer l'immunité. Il change trop et il est dans les lymphocytes, etc. L'autre chose, c'est que quand on vous parle de vaccin efficace, par exemple, à 90%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça Sur veut qui? dire on a trouvé des anticorps. Dans la cohorte qu'on a vaccinée, hop, ils développent des anticorps. Les lymphocytes, ils ont fabriqué des anticorps. Voilà. Mais ces anticorps, ils ne sont pas forcément protecteurs. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Et vous ne savez pas combien de temps ils durent. Et vous ne savez pas s'ils vont être encore stables dans 6 mois ou etc. Donc à ce compte-là, si ce n'est pas stable, ça veut dire quoi? Vous prenez un vaccin dans les fesses tous les 3 mois? Bah, Non, mais c'était un peu l'idée, hein, c'était de dire ouais, ouais. il faudra plusieurs schémas vaccinaux. C'est ce qui est proposé. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a. Alors, tu connais sans doute le docteur Fauci, qui est le monsieur santé numéro 1 aux États-Unis, qui lui disait bah, de toute façon, la vaccination de masse répétée n'empêchera pas le maintien des gestes barrières et du port du masque. Donc là, c'est quelque chose qui est très bizarre, parce que dans l'inconscient collectif, c'est de dire ah ben, vite le vaccin pour qu'on puisse retrouver notre vie d'avant, c'est-à-dire sans masque, sans geste barrière, et puis en allant au cinéma, etc. Mais là, avant même le premier vacciné officiel, on nous dit déjà qu'il faut plusieurs vaccins et que de toute façon, ça n'empêchera pas de maintenir les gestes barrières et le port du masque. Donc moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je veux dire, je suis un peu bête. Donc si on a des anticorps, enfin si le vaccin nous appelle des anticorps artificiels, logiquement, j'ai plus besoin d'être protégé de manière extérieure. Je croyais, moi, qu'il était très mauvais de piquer en période d'épidémie. C'est vrai Ouais, ou c'est pas vrai? il y a des phénomènes qu'on appelle d'interaction virale. Ouais. Alors, ce serait intéressant de travailler dessus de manière plus importante. C'est-à-dire que quand vous vous êtes en interaction avec un virus et puis qu'on vous ramène d'autres choses ou des petits fragments de virus, etc., en fait, votre système immunitaire, à la fin, il ne comprend plus rien. Et c'est même une des hypothèses sur cette maladie-là, sur la cohorte de Bergame,
C'est de dire que pourquoi est-ce qu'ils ont été si malades à Bergame? Parce qu'ils ont eu une vaccination contre la grippe, une vaccination contre la méningite, le Covid qui est arrivé. Et que là, le système immunitaire, il a dit, oh, et on a dégoupillé la grenade. Et parce que cette maladie, elle est grave quand le système immunitaire ne comprend rien et s'emballe. C'est majoritairement l'orage cytokinique, vous avez entendu ce terme-là dans les médias. C'est en gros l'inflammation qui s'emballe et qui fait n'importe quoi, qui est toxique et qui fait une espèce de vascularite, d'atteinte des vaisseaux, et notamment des vaisseaux du poumon. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc déjà, voilà, je vous ai dit, les anticorps pouvaient ne pas être protecteurs, et ça, on a des exemples, c'est le Dengvaxia. Le Dengvaxia, c'est un vaccin contre la dengue. La dengue, c'est une espèce de grippe tropicale qui a été fait aux Philippines par Sanofi, où ils ont dit, ouais, c'est super, c'est la solution ultime à la dengue, parce qu'il peut y avoir des formes graves dans la dengue. Sauf qu'en fait, ça a été le contraire. On a vacciné les gens, ils ont fait des formes encore plus graves de dengue. Pourquoi? Parce que dans la dengue, vous faites une première forme qui est un peu bénigne, et puis si vous refaites une deuxième dengue derrière, celle-là, elle est grave et elle est hémorragique. Et en fait, l'idée de vacciner, ça faisait comme si vous aviez déjà fait la première étape. Et que les gens, quand ils font une autre dengue, bam, là, ils font la forme grave. Donc, il y a des procès, en fait, aux Philippines. Sanofi a été viré à coup de pied dans le cul sur cette histoire. Il n'y a plus de Dengvaxia, etc. Et ce qui est fou, c'est que la Commission européenne, l'Agence européenne du médicament, elle a validé le Dengvaxia pour la France et pour l'Europe. Ça paraît délirant. Alors ça va, parce que nous, on n'a pas de dingue. C'est pas un problème chez nous, jusqu'au changement climatique. Je pense qu'on a un peu de dingue quand même en ce moment. Ouais, peut-être qu'il y en a un peu. Mais en tout cas, le Dengvaxia c'est un jeu de mots, en fait. Devrait être juste banni. En fait, c'était une mauvaise idée. C'était une fausse bonne idée. Comme d'habitude, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, est-ce que dans le Covid, c'est pareil? Vous allez vacciner les gens contre une forme, et ils vont faire une forme plus grave, en fait. Vous en savez absolument rien. On a des gens qui ont fait la première épidémie, puis la deuxième en juillet, puis la troisième là. Et vous savez même pas, il y a des gens qui ont fait des formes bénignes au début, qui ont fait des formes graves le deuxième coup, des gens qui ont fait des formes graves le premier coup, des formes bénignes le deuxième coup, des gens qui ont fait des formes bénignes les deux coups, des gens qui ont fait des formes graves les deux coups. En fait, vous ne savez rien. Et en plus, une bonne partie de l'immunité ne passe pas par des anticorps. Elle est cellulaire. Et donc, en fait, on comprend rien. On s'est joué à l'apprenti sorcier. C'est jouer à l'apprenti sorcier sur le vaccin lui-même. On a parlé, on est dans une technologie vaccinale. Normalement, on met une particule virale associée à un adjuvant qui favorise la réaction inflammatoire face à cette particule virale, un antigène. Donc l'adjuvant en général, c'est quoi précisément? L'adjuvant, c'est une particule agressive pour votre corps. Voilà, okay. Et il se trouve que très souvent, c'est des métaux lourds. Bon, ça, c'est un gros sujet. C'est de l'aluminium. Très gros sujet. Je vous propose qu'on ne l'aborde pas aujourd'hui, mais c'est un vrai gros sujet. Non, mais voilà, c'était parce que moi, je sais un peu ce que c'est, mais donc, du coup, il n'y a personne, mais c'était au moins, voilà, c'est quelque chose qui. Ok, bon, tu as raison d'en parler. L'aluminium vaccinal, voilà. Juste, des gens, ils font comme ça, quoi. Ils se cachent derrière leurs petits doigts, ils font comme si c'était la même chose que l'aluminium des capsules Nespresso, etc. Non, ça n'a rien à voir. En termes de solubilité ou de forme. Ouais, ça rentre au niveau intracellulaire. Enfin, oui, on ne va pas détailler là-dessus, tu as raison. Ouais. En gros, ça rentre dans votre cerveau et ça laisse des traces. Et c'est pas anodin d'avoir des métaux lourds. Une grosse partie de la naturopathie, c'est d'essayer de vous chélater les métaux lourds et de les faire sortir, quoi. D'utiliser les émonctoires pour réussir à vous débarrasser de ces merdes-là que vous ingérez en permanence, par le biais de l'industrie. Hein. En gros, si vous mangez de manière naturelle, vous n'avez pas de raison d'avoir de métaux lourds dans le corps. Hein. Mais bon, ça c'est un point. Mais après, il y a l'antigène viral lui-même. C'est quelque chose qui coûte cher à fabriquer et qui est long en termes de procédure d'ingénierie. Et qui nécessite d'aller le trouver dans la souche australe des 6 mois d'avant. Alors justement, il y a un truc là qui est paradoxal, c'est que tu dis c'est long. En général, un vaccin, ça se développe entre 8 et 15 ans. Or là, on nous propose une solution au bout de 8 mois. Comment c'est possible? C'est pas possible. En fait, c'est pas possible, il y a un loup. Il y a un loup parce que le loup, c'est en partie ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire le fait qu'on utilise une autre technologie maintenant qui est à la fois très intéressante scientifiquement. C'est une vraie pirouette intellectuelle. Hein. Moi, je suis assez admiratif des gens qui ont inventé ça. En vrai, voilà, c'est beau, quoi, l'inventivité de l'humain. Ça consiste à dire, je vais remplacer l'antigène viral par un ARN messager. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau, en fait, de code génétique du virus. Avec l'idée que ça, c'est très facile à produire pour le coup et ça coûte pas cher. Et puis, vous pouvez même le créer de manière bioinformatique et ensuite demander à un labo de vous le fabriquer dans la réalité. Et donc, c'est vraiment pas compliqué. Mais le problème, c'est que c'est basé sur l'idée que finalement, c'est vous, vos cellules à vous, une fois qu'on vous a réinjecté ça,
qui vont vous fabriquer des petites particules virales. Sauf que vous ne savez pas du tout combien vous allez en fabriquer. Est-ce que vous allez, et si vous allez fabriquer les bonnes? Si vous en fabriquez trop, peut-être que vous allez être malade tout le temps. Et si vous en fabriquez pas assez, ça va jamais marcher. Si vous en fabriquez juste ce qu'il faut, peut-être ça va être un peu utile. Et encore, il faudrait que ce soit les bonnes particules antigéniques. Ensuite, ensuite, il y a un autre problème, c'est que cet ARN viral, il a des chances de se rétrotranscrire en ADN dans votre ADN et de s'intégrer dans votre ADN. Okay. Ça, c'est la problématique de ce qu'on appelle les rétrotransposons. Et c'est quand même assez bien étudié. Et notamment dans les rétrovirus, là c'est évident parce qu'il y a déjà la rétrotranscriptase qui permet de transformer l'ARN en ADN et de l'intégrer. Mais c'est vrai aussi par d'autres biais qui permettent à de l'ARN de rentrer dans vos cellules, de rentrer dans votre ADN. Et ça, c'est pareil, c'est de l'apprenti sorcier parce que nous, on a 8% de notre génome qui vient de ça, qui vient de rétrotranscription d'ARN de matériel étranger, mais qu'on a gardé parce que c'était probablement utile pour nous. Sauf que là, c'est de manière complètement synthétique, artificielle et artefactuelle. Vous risquez d'intégrer ça. Et vous risquez, et y compris de l'intégrer dans votre génome germinal, c'est-à-dire de le transmettre à vos enfants. Oh waouh, vous changez les lois mendéliennes de transmission de matériel génétique. Donc ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire en 6 mois c'est correct, c'est stable, c'est sécurité, etc. Non, non, non. Ça, vous ne savez rien de ce qui va se passer. Donc, à la fois, c'est une belle pirouette d'ingénierie virale, à la fois, c'est un jeu d'apprenti sorcier. C'est à tel point un jeu d'apprenti sorcier que il y a des gens qui proposent même de mettre des nanoparticules avec. Et là, le but n'est pas clair. On va peut-être en reparler après, mais ça rejoint la notion de traçage. C'est d'essayer de faire un certificat vaccinal sous-cutané, quoi, un peu comme une puce RFID, mais sous la forme de nanoparticules qui, par exemple, fluorescent ou font une lumière quand on passe un iPhone devant ou un truc comme ça, pour être sûr que vous avez été vacciné. Donc ça, oui, ça a été breveté, je crois, l'année dernière. Et ce carnet vaccinal-là a été testé au Malawi, il me semble. Ouais, c'est pas de la science-fiction. Hein. C'est-à-dire que les gens, là, ils doivent ouvrir les yeux, ils doivent commencer à regarder. C'est breveté et appliqué. Et si vous regardez, je mettrai peut-être les liens en description si je regarde, Les Échos, Le Monde et LCI en ont parlé il y a plusieurs mois, avant même. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est pas un truc de complotiste. Hein. C'est juste, c'est réel. Quoi. Et Thomas Mad, un des mecs qui a... centre de Boston ou Massachusetts qui a testé cela. Et qui est en cours. Et oui, il y a une enzyme réactive bioluminescente lorsqu'on passe à un appareil de détection et qui déterminerait où en est le carnet de vaccination de l'individu. C'est bien ça, hein, si je comprends. Ouais, c'est ça, effectivement. Ça, okay. c'est très inquiétant. Ça, c'est très inquiétant pour le coup. Moi, je ne cherche pas à remplacer une peur par une autre, je vous l'ai dit, mais juste à être conscient des choses pour pouvoir dire non. Il y a un moment, il faut dire non, en fait. On ne doit pas rentrer dans votre corps pour vous expliquer comment vous devez vivre ou où vous en êtes. Il y a des lois là-dessus, en fait. Hein. Il y a la loi sur la liberté de consentir ou non à un traitement, la loi de 2002, hein, L1111-4 du Code de santé publique, qui dit que vous pouvez refuser une chimio si vous ne voulez pas, quoi. Et quitte à en mourir, en fait. C'est votre problème. Oui, puis au-delà de ça, au niveau européen, il y a le code de Nuremberg qui rappelle ça aussi, le consentement corporel. Donc oui, il y a des choses. Alors, on était sur la sémantique. Je ne sais pas si tu connais. Vas-y, si tu as quelque chose à dire. Non, juste il y a quelqu'un qui essayait de me parler, mais voilà, c'est bon. Okay. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Juste un mot, c'est que Thomas Mad, un des industriels qui développe les nanoparticules, même lui-même. Et comment son nom de famille? Mad, M-A-D-D-E. D'accord, ok. Faut chercher. Mais il a dit que le développement était tellement rapide qu'on n'avait pas du tout pu faire de tests de stabilité et de sécurité sur ces nanoparticules. Donc même le gars qui est partie prenante industriellement, il dit non, ça va trop vite. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, quoi. D'accord. Donc je te demandais son nom parce que tu vois sur la sémantique c'est une blague. Donc MAD en anglais, ceux qu'on fait de l'anglais savent ce que ça veut dire. Et l'enzyme de réaction bioluminescente, ça s'appelle la luciférase. Luciférase, ouais. Ouais. Donc bon, la racine c'est lux, la lumière. Bon, mais après chacun, c'est toujours assez intéressant de décoder la sémantique des choses. En tout cas, j'invite les personnes qui nous regardent à se renseigner parce que comme je vous ai dit, le journal Les Échos, le journal Le Monde, différents journaux ont rapporté cela. Je crois que je suis quasiment sûr que c'est l'université de Boston qui a fait ces travaux-là. Donc vous retrouverez assez facilement.
Carnet de vaccination sous-cutanée, Boston, et puis luciférase, vous tapez, vous regarderez, et puis vous aurez les informations. Et donc, c'est ce qui est proposé aussi par certains, c'est-à-dire qu'il y a un carnet de vaccination qui est un petit peu des citoyens à deux vitesses. Il y a Christophe Barbier, l'éditorialiste, ancien responsable de l'Express, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit, lui, en fait, les gens vaccinés auront droit d'accès au transport, au restaurant, au cinéma, puis les autres n'auront plus ce droit-là. En gros, il y a deux voies, deux voies majoritaires là, sur la dernière semaine médiatique. Donc, il y a un responsable, le responsable de Europe Écologie Les Verts qui a dit la même chose aussi. Il y a le Parti radical de gauche qui a dit la même chose, c'est on rend la vaccination obligatoire ou alors on ne laisse pas circuler les individus non vaccinés qui pourraient faire un effet dangereux dans la société. Donc là aussi, on tourne autour d'un biais, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution et on implémente déjà dans l'esprit du citoyen que la vaccination sera égale à la liberté. Ouais, là c'est vraiment, pour moi, c'est comme la phrase de Marlène Schiappa que tu citais au départ. Hein. Là, il y a un moment, les gens, ils doivent vraiment écouter ce qui se dit et dire et faire un choix, faire un choix en conséquence. C'est-à-dire que là, ce que Christophe Barbier ou Jadot ou d'autres commencent à proposer, c'est une sorte de crédit social à la chinoise, en fait. C'est-à-dire, vous avez droit ou non à tels droits sociaux, tels droits civiques, si vous vous pliez ou non à la vaccination. C'est-à-dire concaténer à l'idée de la vaccination anti-Covid votre liberté. Et donc, on est en plein dans le totalitarisme, en fait. On est en plein dans un truc, mais qui va pas du tout, quoi. Je pense que… Surtout, si on décortique, parce que là, ça fait un moment qu'on parle ensemble, si on décortique pour quelque chose qui a une létalité équivalente à la grippe. Ah ouais, le rapport coût-efficacité de cette vaccination, il est complètement débile, en fait. C'est-à-dire qu'on met de l'argent là-dedans, mais alors, mettez le même pognon dans des soignants, dans des aides-soignantes, dans des infirmières et des médecins, vous allez voir, ça sent comme une mesure. Mettez le même pognon dans de la prévention de l'obésité, dans des lois qui expliquent aux industriels qu'ils ne doivent pas nous intoxiquer en permanence avec leur merde. Vous verrez, là, ce sera sans commune mesure sur la santé publique. Donc en fait, c'est des mesures débiles et où il y a des conflits d'intérêts, une espèce de corruption systémique très profonde. Et ça, c'est le dernier point qu'on peut aborder, c'est-à-dire on peut discuter vaccin par vaccin, mais on a un problème avec la vaccination en général. C'est que, tu l'as dit, les effets secondaires ne sont pas payés par les firmes vaccinales. Ça, c'est un truc, il faut que les gens regardent en face. La plupart des Français ne le savent pas, mais la loi dit, quand il y a un effet secondaire sur un vaccin, finalement, ce n'est pas la firme vaccinale qui va payer les effets secondaires. C'est un fonds national qui est payé par vous et moi, par des impôts, pour rembourser. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les firmes vaccinales sont des irresponsables. C'est-à-dire qu'ils peuvent développer en toute impunité quelque chose de toxique, puisque de toute manière, ils ne paieront jamais les pots cassés. Et ça, c'est important de le poser une fois pour toutes, c'est qu'il y a quelque chose très profondément, éthiquement, qui ne va pas. Normalement, vous êtes responsable de vos actes. C'est le principe même de la souveraineté. Si moi, je fais une connerie dans une prescription que j'ai faite à un patient et qu'il se passe quelque chose de grave pour le patient, c'est moi qui suis poursuivi. Ce n'est pas le ministre de la Santé, ce n'est pas la NSM, etc. Donc, la réalité, c'est qu'on est responsable de nos actes. C'est le premier principe de la souveraineté. Il faut arrêter de penser que vous avez des assurances sur tout, etc. Non, ça, c'est pareil. C'est la voie du transhumanisme. Être assuré pour aller pisser, avoir un casque pour aller faire du vélo, etc. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait. Vous êtes responsable de vos actes et normalement, les firmes vaccinales devraient être responsables de leurs actes. Elles ne le sont pas par une espèce de hold-up législatif qui est passé complètement sous les radars du grand public parce qu'on a fait du marketing pour dire ah oui, c'est la coopération nationale pour prendre soin de ceux qui vont pas bien. Oui, mais c'est la même chose que dire, c'est de la communication de dire le vaccin sera gratuit, puisqu'au final, qui va le payer? C'est quand même nous contribuables, donc il n'est pas gratuit. Au mieux, on pourrait dire il est remboursé. Ah ouais, tout à fait, ouais. C'est n'importe quoi en fait. C'est comme d'hab, c'est que de la com. Alors, il y a quelque chose de paradoxal. Bon, je vais peut-être pas détailler là-dessus. En tout cas, ce qu'il y a, c'est pour les recours judiciaires. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y a grande difficulté à le faire puisqu'il y a plusieurs firmes vaccinales qui se mettent dans des… Aujourd'hui, les vaccins sont multivalents, donc avec des firmes différentes. Donc, ce qui fait que s'il y a un effet secondaire sur quelque chose qui est multivalent, on ne sait pas lequel interagit. Donc, en gros, c'est des voies juridiques très compliquées parce qu'au pire, il faudrait faire des procès aux différentes firmes qui ont produit de vaccins. Donc, c'est insoluble parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, même quand il y a volonté de déterminer si l'effet secondaire est dû au groupe de vaccins, il faudrait savoir lequel. Donc, dans tous les cas, c'est des voies législatives, légales, des recours légaux très complexes à observer. Et en effet, comme tu le dis, c'est aux citoyens d'être informés de cette un petit peu
de cette dérive, on peut qualifier de dérive, où il n'y a pas de responsabilité pénale à avoir éventuellement des mauvais effets secondaires sur les citoyens qui sont censés être Exactement, traités mais comme ne vous corrects. gourrez pas de boss de fin de niveau, encore une fois. Allez essayer de changer la loi au niveau européen puis au niveau français, c'est un très très gros boss, quoi. C'est dur. Par contre, refuser le vaccin ou mettre une imposture en place, allez, ok, vous voulez qu'on ait des nanoparticules pour vérifier, ok, si vous voulez. Hein. Enfin, il y a d'autres voies potentielles. Moi, je ne donne aucun conseil ni rien. Hein. Je ne me prononce pas sur ce sujet. Je fais comme Vincent Reliquet dans Hold Up. À la question qu'on me pose, si on me pose la question, mais vous allez vous faire vacciner? Vous allez dire comme ça, quoi, comme dans Hold Up, quoi. Et vraiment un fou rire montrant que ouais, j'ai ma réponse, quoi. Euh, un dernier point qui peut être très important, c'est le rapport sénatorial sur H1N1. Il y a un rapport sénatorial de 140 pages à peu près qui reprend l'histoire de la vaccination sur H1N1, la grippe de H1N1, et qui met en évidence toutes les corruptions systémiques. Et on ne peut pas les taxer d'être de dangereux complotistes. Hein. C'est un rapport du Sénat. Et ils disent qu'il y a un problème de conflit d'intérêts majeur dans le monde du vaccin. Gavi, la Global Alliance for Vaccination, je ne sais pas quoi, qui est en Suisse, là, son président, son directeur dit ah, mais le vaccin, c'est le truc qui est fait le max de profit, quoi. Pour 1 € investi, on en récupère 46. Et c'est son seul enjeu, en fait, c'est l'argent. Et donc, ça va pas du tout. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le vaccin ne suit pas du tout les normes de développement d'un médicament. Il n'y a pas les procédures de sécurité, les procédures de recherche et les procédures d'AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché, qu'il y a dans un médicament qui sont assez sérieuses et où il y a en plus de la pharmacovigilance derrière. Là, vous n'avez rien de tout ça pour un vaccin. Ça veut dire que vous pouvez développer à peu près n'importe quelle merde que vous injectez dans le corps des gens et que vous allez avoir très peu de contrôle. Et donc, on a un problème systémique avec la vaccination. Il y a des espèces de mafias qui se sont emparées de la problématique vaccinale et qui ont cassé le bras des États au niveau juridique, au niveau législatif, au niveau scientifique, au niveau idéologique et dogmatique. Et ce sont des mafias, rien de moins, rien de plus. Et donc, comme les mafias, il faut s'en protéger, quoi. Euh, voilà. Eh ben, Donc, on peut faire le pour moi, lien. l'affaire du vaccin sur le Covid est pliée. Et il faut ouvrir d'autres possibles, parce que comme la plupart des gens, on leur a mis dans la tête qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible, il faut ouvrir d'autres possibles. Il y a plein d'autres façons de prendre en charge cette épidémie, cette pandémie, cette crise sanitaire, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a plein d'autres chemins. Eh ben, justement, on fermera là-dessus parce on va faire le deuxième partie de l'entretien, ça va être ça. Par contre, je finirais juste en disant, dans ce conflit d'intérêts H1N1, il y avait Roselyne Bachelot qui était au cœur d'un scandale, qui était ministre de la Santé à l'époque et qui avait précommandé pour la France 70 millions de doses de vaccins. Or, elle était actionnaire dans le laboratoire qui fabriquait les vaccins. Donc, il y avait eu ce problème-là, sauf qu'on retrouve cette même personne, ministre de la Culture, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que on se pose des questions aussi. On se dit, normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû être retiré définitivement de la vie politique parce qu'elle perd toute crédibilité, d'objectivité, puis de se dire, est-ce que le fait qu'elle soit actionnaire d'un laboratoire fait qu'elle ait pu pousser à la consommation de ce vaccin? Est-ce qu'elle ait pu forcer une commande pour enrichir son capital action? En tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai problème et je pense qu'on est au cœur de cette crise et que tant qu'on nommera des gens comme rassuristes, ça va être un problème tant qu'on ne va pas mettre les mains dans le cambouis de se dire il y a beaucoup d'intérêts financiers qui gravitent autour de la santé. Et puis, tant qu'on n'aura pas fait un petit peu l'éclairage dessus par des commissions, comme tu le dis, ou alors par des enquêtes grand public relayées par les médias, eh bien, ça sera difficile d'avoir du discernement pour le grand public si on ne creuse pas par soi-même. Alors, moi, c'est un truc là sur lequel je voudrais rebondir, parce que chacun à son niveau essaye de faire des choses. Il y a des juristes qui essayent de faire des choses, des avocats, il y a l'association Anticorps, etc. Ah oui, il y a beaucoup de collectifs. Mon idée, si tu veux, c'est que dans la non-violence, on accepte l'existence de l'autre. On n'est pas en train d'essayer de l'éradiquer. C'est un peu comme le frelon asiatique pour les abeilles. Si tu essayes de détruire le frelon asiatique, il y en aura un autre qui viendra. Il y aura autre chose qui viendra. Si tu essayes de détruire tel chancre de tel arbre, il va y avoir une autre maladie. Donc l'idée, c'est qu'il faut trouver un modèle d'interaction qui te permet de vivre avec. Mais dans une interaction où il ne t'empêche pas de t'individuer, où il ne t'empêche pas de vivre. C'est exactement pareil dans la pathologie ou dans la vie avec un virus. Tu ne peux pas éradiquer un virus. L'idée qu'il faudrait éradiquer le Covid-19,
C'est complètement illusoire. C'est comme vouloir arrêter la mer avec ses mains, quoi. Comme vouloir ralentir le R0 en confinant, etc. C'est pareil. Si tu veux arrêter la marée en te mettant face à la marée, c'est ridicule, en fait. Ça marchera pas. Donc, l'idée, c'est qu'il faut créer un modèle d'interaction où tu es capable d'avoir des rapports de force, des tensions sur les pouvoirs. C'est l'idée de Montesquieu, hein, de l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des forces. Il faut que actuellement le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, et qui a préempté le pouvoir exécutif, juridique et législatif, en fait, sont tous dans le même sens. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir citoyen qui pourrait y avoir est vraiment brimé, en fait, réprimé très fort. Et donc là, il y a un moment, il va falloir repenser une façon de mettre en équilibre les pouvoirs. Voilà. Et donc ça se passe au niveau où tu peux, déjà à l'intérieur de toi. Tu peux pas vouloir la paix là devant si tu l'as pas là dedans. Et donc il faut commencer déjà à être en paix avec soi-même et se dire je suis pas en conflit ni en colère avec Roselyne Bachelot ou qui que ce soit. En fait, c'est juste un peu pathétiquement trop humain en fait cette aspiration à l'argent et au pouvoir. Euh, donc quelque part c'est même touchant en fait. Ça traduit peut-être un défaut d'amour, un défaut Ah oui, de tout à lien. fait, oui. Et C'est une distorsion de l'amour, oui. ouais, ouais. Et ça nécessiterait peut-être d'être guéri ou soigné, ou en tout cas de s'y intéresser. Alors, est-ce qu'on peut vraiment guérir des pervers paranoïaques? Ça, c'est une vraie question. La poser aux psychiatres, parce qu'il semble que certains, ils peuvent même pas être guéris par l'amour. Et donc, dans ce cas-là, il faut arriver à les empêcher de nuire au moins. Mettre en place suffisamment de contrôle, ou de contrôle, ou d'interaction pour les empêcher de nuire. Quand vous avez euh, on dit que les mauvaises herbes dans un jardin en permaculture, c'est pas des mauvaises herbes, c'est des plantes bio-indicatrices. Elles C'est vous disent exactement ce quelque que j'allais chose dire. de votre terre et elles sont utiles. Elles vont sortir des choses qui seraient pas sorties autrement. Et donc elles vont sortir des nutriments, des choses qui vont nourrir la terre. Mais par contre, il faut les faucher et les laisser par terre. Et puis il faut mettre autour d'autres plantes qui vont faire qui vont utiliser ce qui a été sorti et, euh, et qui vont permettre que, ok, cette plante, elle va peut-être repousser un petit peu, mais ça se trouve, même elle va être jolie, en fait, et elle va être utile. Et puis la mettre au bon endroit. Voilà. Donc, je vous propose que tous ces tordus qui sont au pouvoir et qui gèrent notre destin, déjà, on refuse qu'ils gèrent notre destin, mais qu'on accepte qu'ils vivent et qu'ils sont là, et qu'on les mette juste à leur bonne place, en fait. Voilà. Merveilleux mot de la fin, où tu cites en plus Montesquieu avec un clin d'œil à Nietzsche pour humain trop humain. Euh, Écoute, on finit là-dessus. Au revoir à tous. Ma prescription, c'est éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable. Ne faites pas confiance au big data pour vous expliquer le monde. Reprenez votre intelligibilité sur le monde. C'est vous qui savez ce que vous devez vivre et comment vous devez vivre. Et reprenez contact avec la matière, avec la beauté, avec la joie, avec l'humour et avec les gens que vous aimez. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de vous d'abord. C'est vous que vous devez aimer en premier. Prenez soin des autres autour de vous, et y compris ceux que vous aimez pas, ce qui est pas facile, un vrai défi. Et ensuite, prenez soin du monde autour et partagez vos récoltes. Partagez ce que vous avez compris, ce que vous avez vu, les pépites que les autres peuvent mettre à profit. Voilà, ça c'est les principes de la permaculture aussi. Hein. Mais voilà, voilà ma prescription de médecin.